Bonjour à tous et bienvenue. Nous entamons aujourd'hui la nouvelle saison de Contre-champ avec désormais 2 rendez-vous par semaine pour l'actualité politique ou socio-économique. Le mardi, ce sera le débat à 20h, 21h et 22h. Et puis le jeudi, Contre-champ à 20h20. Aujourd'hui, notre invité est Muriel Tarnion, députée régionale PS et chef de groupe PS au Conseil communal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, comme première question, j'ai envie de vous demander comment va le PS après 3 semaines après les élections, après un recul important en voix et en siège. Comment se porte le PS à Verviers ? Le PS a évidemment dû accepter d'être mis dans l'opposition. Au départ, on n'a pas directement estimé que nous avions subi un énorme échec électoral puisque nous restions quand même le premier parti de Verviers. Je voudrais quand même rappeler à titre d'exemple que sur 262 communes wallonnes, il n'y a que dans 18 communes qu'on a mis le plus gros parti dans l'opposition. Donc c'est quand même pas une habitude politique qui se fait de manière générale dans beaucoup de communes. Et donc à ce moment-là, au niveau de notre résultat électoral, on pensait pouvoir repartir en majorité avec notre partenaire, le MR. Effectivement, on avait perdu des sièges. Effectivement, nous étions plusieurs à avoir perdu des voix au niveau des élections. Mais plusieurs raisons sont liées à ça. On va en parler. Oui. Mais donc, du coup, effectivement, c'est pas un échec électoral que nous avons vu, puisque nous sommes restés le premier parti. C'est plutôt le fait d'avoir été mis dans l'opposition par un partenaire en qui nous avions confiance, avec qui nous avions négocié de manière très approfondie. Et c'est ça qu'il a fallu un petit peu digérer, qu'il a fallu accepter. Mais très vite, on s'est remis en selle, on a rencontré nos militants, on a eu une envie de mettre ce nouveau défi qui est en nous avec une énergie très forte en action. Et donc, je crois que le parti, après avoir digéré, maintenant repart très dynamique, uni vers ce défi qui est l'opposition. Alors, c'est vrai, il y a 6 ans, vous étiez à 34%. C'était un score, d'ailleurs, que vous n'aviez jamais atteint. Aucun parti politique à Verviers n'avait jamais atteint ce score. Donc, vous descendez aux alentours de 28%. Oui. Vous restez effectivement le premier parti. Ce qui a surtout frappé, c'est le nombre de voix de votre leader. Claude Zama était à 5000 voix. Il redescend au-dessus de 2000, à peu près moins 3000 voix. Ça a vraiment frappé les esprits. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui a frappé les esprits, mais on en a déjà parlé à différentes reprises dans la presse. C'est évidemment la campagne qui a été menée contre Claude Zama avec toute une série de rumeurs qui ont circulé à Verviers a été tout à fait néfaste pour son score personnel. Et ça, c'est quelque chose qui reste pour nous, les socialistes, très incompréhensible parce que tout le monde l'a dit et c'est reconnu par n'importe quelle personne. Notre bilan sur ces 12 ans à la tête de la ville de Verviers, le bilan de Claude Zama est exceptionnel. On a mené à bien de nombreux projets. On a changé l'image de la ville de Verviers et en plus, on a mis en place toute une série de choses qui vont maintenant se construire, qui vont se réaliser et qui sont déjà décidées et qui vont vraiment changer la face de Verviers. Donc notre bilan est exceptionnel. On a fait une campagne électorale que certains politologues dans la presse ont déclaré être la meilleure campagne électorale de tous les partis politiques confondus au niveau pourquoi ce désamour alors? Mais justement, c'est parce que je crois que les Verviétois ont voté avec une partie des Verviétois ont voté avec un sentiment au lieu de voter sur des personnes qui avaient travaillé, qui avaient un projet, sur un sentiment qui était lié à ces rumeurs, à des rumeurs sur la personnalité de Claude Zama, mais surtout à des rumeurs sur l'immigration à Verviers et qui rendait le bourgmestre Claude Zama et le Parti socialiste dans son ensemble responsables de l'immigration à Verviers. Ce que des personnes qui ont engendré cette rumeur ont tout de suite nié après les élections. Vous visez qui? Je pense par exemple à Marc Elzen ou à Freddy Breuer qui, le lendemain des élections, ici sur votre plateau, disaient mais non, un bourgmestre n'est pas responsable de l'immigration qu'il y a dans sa ville. Un bourgmestre n'a aucune compétence en cette matière. Ça, évidemment, personne n'osait le dire, à part nous qui le crions avant les élections. Est-ce qu'il n'y a pas eu un basculement à peu près un an et demi avant les élections? Il y a eu cette fameuse conférence de presse de Claude Zama et de Pierre Mozon. On parlait avec lui de pauvreté, et je pense que l'opposition parlait de pauvreté. Et à l'époque, Claude Zama avait fait une conférence pour mettre les chiffres sur la table en disant il n'y a pas de pauvreté, ou il n'y en a pas au point tel qu'on l'imagine à Verviers. Ça n'a pas été le basculement, ça? Mais en fait, cette conférence de presse, elle avait été voulue par les deux partis de la majorité, en présence de Claude Zama et de Pierre Mozon, parce que justement, déjà un an avant les élections, il y avait de nombreux
nombreuses rumeurs qui couraient à Verviers en disant, il y avait des rumeurs qui disaient que Claude Dezama faisait venir des cars d'immigrés à Verviers parce que ça allait lui donner un plus gros salaire, ce qui est tout à fait aberrant, puisqu'à Bourg-Mest... oui, c'est une politique fédérale. C'est une politique fédérale, puis à Bourg-Mest n'a pas plus gros salaire parce qu'il y a plus d'étrangers dans sa ville. Il faudrait qu'il y ait 30 000 étrangers de plus dans Verviers pour que le salaire du Bourg-Mest augmente un petit peu. On disait qu'il y avait des avions de femmes marocaines qui venaient accoucher à l'hôpital pour avoir la nationalité belge. Or, pour avoir la nationalité belge, il faut avoir des parents belges. Ce n'est pas parce qu'on est sur les territoires belges qu'on est belge. Donc, toute une série de rumeurs qui couraient déjà un an avant. Et donc, Claude Dezama et Pierre Mozon ont voulu faire une conférence de presse, mais ils ont voulu la faire de manière, je vais dire, positive, intellectuelle, en disant, en ne parlant pas de ces rumeurs qui semblaient tellement inappropriées, tellement impossibles, qu'on ne s'est pas rendu compte que les gens pouvaient croire à de telles rumeurs tellement elles étaient aberrantes. Oui. Vous croyez que ce ne sont que les rumeurs ou il y a quand même un malaise à Verviers? Mais je pense que... Vous dites aujourd'hui aux Verviétois, non, ce ne sont que des rumeurs. Enfin, on entend bien, mais je veux dire que ce n'est que sur les rumeurs que nous avons eu une défaite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de malaise verviétois derrière ça. Je pense qu'il y a un malaise à Verviers sur la problématique de l'immigration. Il y a malheureusement une dualisation dans la société verviétoise entre les personnes d'origine immigrée et les personnes qui sont d'origine verviétoise. Mais nous essayons justement de travailler à rassembler, à ce que ces personnes se comprennent mieux à travers diverses campagnes et diverses actions que nous avons faites durant la législature. Où il y a les rumeurs, c'est le fait de dire que l'immigration est liée au Parti socialiste. D'accord, oui, d'accord, c'est ça. Mais okay. c'est ça, et les ça, rumeurs. Vous tordez le cou à ces rumeurs, on l'entend bien, d'accord. Mais au-delà de tordre le cou, toute personne intellectuellement rationnelle peut dire que ce ne sont pas la responsabilité des politiques communaux et ce n'est pas la responsabilité du bourgmestre. D'accord. Et ce malaise verviétois, cette dualisation, parce que c'est vraiment de ça que je voulais parler, est-ce que vous l'avez bien perçu au PS et est-ce que vous l'avez bien géré? Oui, on l'a bien perçu, puisque d'ailleurs on a travaillé avec les chevals de la multiculturalité, on a fait des actions à ce niveau-là. On a essayé, par exemple, d'amener la braderie qui se faisait au dimanche en centre-ville pour que les populations puissent se rencontrer. Moi, je crois que la problématique est liée aussi à la religion musulmane qui fait peur à toute une série de citoyens par méconnaissance et aussi par, je crois, toute une série d'images que l'on voit dans les médias qui ne montrent que les musulmans intégristes. Oui. On a encore vu hier sur la RTBF une émission sur le groupe Sharia for Belgium, qui est une minorité de musulmans, une très petite minorité, mais la méconnaissance de l'ensemble du monde musulman fait peur et on a l'impression que tous ces musulmans sont comme ça. Heureusement, j'ai vu aujourd'hui un communiqué de presse des musulmans progressistes de Verviers. Il y a des musulmans modérés et ils sont plus nombreux, ils sont 80%. Est-ce qu'ils s'expriment suffisamment? Et justement, j'ai envie de leur dire, et je suis très heureuse d'avoir vu le communiqué de presse des musulmans progressistes aujourd'hui, qui s'insurgent contre, par exemple, l'arrivée du parti Islam à Verviers ou contre des mouvements comme Sharia for Belgium, où ils disent vraiment, attention, nous, les musulmans, on compare ces partis-là ou ces gens-là à des gens d'extrême droite, similaires à des partis d'extrême droite dans votre communauté. Et donc, à un moment donné, je crois que c'est là où on peut gagner en confiance. Les 80% de musulmans modérés qu'il y a dans notre ville par rapport aux 20% d'intégristes, si à un moment donné ces musulmans modérés s'insurgent contre les intégristes et montrent vraiment qu'il y a une différence, je pense que ça fait avancer vraiment la démocratie. Et je crois que à la fois nous au Parti socialiste, on va peut-être davantage essayer de travailler là-dessus. Et si on peut travailler en collaboration avec les musulmans modérés pour qu'ils fassent davantage ressortir la richesse de leur culture plutôt que le côté intégriste, on y gagnera tous en démocratie. Au passage, la nouvelle majorité annonce un règlement, interdiction du voile dans les écoles communales. Oui. Vous en pensez quoi? Mais ça, donc moi, je vais répondre à titre personnel parce qu'on n'a pas encore pu se réunir avec l'ensemble des nouveaux conseillers communaux pour trancher le sujet. Mais à titre personnel, moi, je suis favorable à l'interdiction du voile. Pourquoi ne pas l'avoir fait lors de la précédente majorité? À 10 ans, on l'a fait depuis 3 ans, je pense. Oui, tout à fait. Ce n'était pas quelque chose qui était dans notre déclaration de politique. Ce n'était pas un problème que nous avions évidemment soulevé à ce moment
moment-là. Ça n'est jamais venu à l'ordre du jour à la table, donc ce n'était pas qu'il y avait un problème avec ça ou pas. Ce n'est pas quelque chose à quoi nous avons pensé. Donc le PS, dans l'opposition, pourrait voter avec la majorité cette en tout cas, je dois évidemment, vous savez que tout instances, oui, bien sûr, voir les élus. Et on fonctionne toujours comme ça au PS. On a une réunion d'élus avant toute décision du Conseil communal. Et donc, on décide à la majorité le vote qu'on va donner au Conseil communal. Mais en tout cas, moi et d'autres au Parti socialiste, on pense que c'est une bonne mesure pour la neutralité de l'école. Et on pense que l'école doit être un endroit où ne s'expriment pas des convictions religieuses et des convictions philosophiques. Et donc, ça permet aussi pour moi un gage d'équité, d'égalité entre toutes les élèves dans une école où certains ne sont pas mis à l'écart par rapport à leur façon de s'habiller ou à leur façon d'exprimer une religion. Vous parlez des procédures internes au sein du PS. Qui est le leader aujourd'hui au sein du PS? Parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait un peu de cafouillage dans les jours qui suivaient les élections. Vous disiez, je suis naturellement le nouveau leader du PS. Et je lisais dans la presse, vous disiez, les choses vont changer. Claude Desama, sur le plateau, disait, je vais remettre de l'ordre. Alors, qui est le patron aujourd'hui? Moi, je ne parlerai pas en termes de leader ou en termes de patron-patronne. Claude Desama, effectivement, ne va pas reprendre un rôle primordial au sein des instances communales. Donc, à un moment donné, il estime qu'il faut préparer la nouvelle génération. Et donc, en Assemblée générale du Parti socialiste, il a dit aux militants qu'il me cédait la main à ce niveau-là, au niveau de la coordination et le leadership de l'ensemble des élus. Maintenant, c'est un rôle que j'ai déjà actuellement depuis 2 ans, puisque je suis la chef de groupe des élus au conseil communal. Évidemment, quand on est dans l'opposition, la chef de groupe devient la personne qui est la responsable du groupe, puisqu'on n'a plus alors des échevins et un bourgmestre qui sont les personnes qui gèrent le groupe. Maintenant, cette fonction-là, je dois la remettre au vote après le 3 décembre avec les nouveaux conseils communaux, mais je serai évidemment candidate. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le leadership, c'est vrai que beaucoup me donnent ce rôle naturellement parce que je reste finalement maintenant la seule élue à Verviers, avoir un mandat puisque je suis parlementaire, puisque les autres vont petit à petit retourner vers des fonctions professionnelles privées, parce que je vais avoir de la disponibilité, puisque justement j'ai un mandat et donc je vais avoir la disponibilité pour coordonner cette opposition à Verviers, et aussi parce que ça fait déjà 15 ans maintenant que je suis au Parti socialiste, que j'ai été 8 ans échevine, et donc j'ai une bonne connaissance des dossiers communaux. Maintenant, c'est petit à petit, via ce rôle de chef de groupe pour lequel je vais postuler, que naturellement ou pas, je prendrai le leadership du Parti socialiste. Mais en tout cas, je tiens à le dire, avec l'aide et en collaboration avec Claude Desama, on se voit régulièrement depuis les élections. Et le rôle que lui voudrait tenir, c'est vraiment un rôle de soutien, un rôle de conseil, un rôle où il va nous faire part... Le passage du flambeau. Le passage de flambeau, et nous faire part de son expérience, parce que c'est une personnalité qui fait de la politique depuis 40 ans, qui a connu l'opposition, qui connaît toute une série de filons dans la politique, et donc nous faire part de son expérience peut être intéressante pour nous. Alors, vous disiez en début d'émission que, évidemment, la défection du MR vous avait surprise, d'autant qu'il y avait un préaccord entre les deux partis. Alors, pas de langue de bois, mais vous étiez sur ce plateau, ou en tout cas sur l'autre plateau de Télévez, vous indiquiez qu'il n'y avait pas d'accord entre PS et MR, et puis on apprend quelques jours après qu'il y a un accord. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder en politique aujourd'hui, en 2012 ? Et qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs par rapport à ça? On vous traite de menteuse, alors. Mais moi, c'est la première fois que je signais un accord. L'accord, il a été demandé c'est le MR qui nous a demandé de signer un accord. C'est Pierre-Yves Jolet et Freddy Breuer qui nous ont invités à signer cet accord, parce qu'eux ne pensaient pas évidemment faire ce score électoral et voulaient conforter notre garantir. C'est ça. Alors, la règle en politique, c'est qu'on n'annonce pas à l'avance les accords parce qu'on veut laisser le jeu démocratique se faire librement. C'est vraiment démocratique, ça? Oui, tout à fait, parce que l'électeur, justement, vote comme il l'entend. Et puis, si de toute façon, les résultats des urnes ne permettent pas de réaliser cet accord, il ne se réalise pas. Donc, l'électeur n'est pas trompé. Ce ne serait pas mieux de ne pas en faire? Mais tout à fait. Moi, au vu de ce que j'ai constaté à la suite des élections ici, où Pierre-Yves Jolet a signé toute une série d'accords dans l'arrondissement
l'arrondissement de Verviers, avec toute une série de partenaires socialistes, dans toute une série de communes, et aucun n'ont été respectés quasiment. Donc à un moment donné, à quoi ça sert? Parce que là, quand même, je pense qu'à partir du moment où on donne sa signature, où on le fait, là, la morale voudrait quand même qu'on le respecte. Soit on ne le fait pas, mais si on le fait, alors la morale voudrait que si les choses le permettent, on le fait. Et si on le fait, on le dit aux citoyens? Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi le cacher? Mais pourquoi le cacher? Parce que c'est justement, si on le dit, je pense qu'alors on dit directement à l'électeur qu'on veut partir ensemble, et on ne peut pas, le jeu démocratique ne peut pas se faire. Je pense que l'électeur, de toute façon, le voit bien si les personnes savent bien travailler ensemble. Et moi, à l'avenir, en tout cas, je n'ai plus envie de signer ce genre d'accord, ça c'est clair. Les dossiers verviétois maintenant, vous avez dit, vous serez très attentif au PS par rapport aux dossiers que vous avez initiés, au premier rang desquels Citymol. Alors, comment voyez-vous évoluer ce dossier aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des risques, selon vous, qu'ils n'aboutissent pas? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous dire, c'est notre plus grande frustration d'être dans l'opposition. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis, avec Claude Dezama, en place toute une série de gros dossiers qui vont maintenant se monter, se construire à Verviers. Je pense à la rue de Heusies, je pense à Citymol, je pense à Crescendo, je pense à l'hôtel de Biolay, je pense à tout le plan de mobilité qui n'a pas encore été mis en œuvre, toute une série de travaux qui doivent être faits. Et finalement, ce n'est pas nous qui allons voir ces dossiers se réaliser et pouvoir les accompagner dans leur réalisation. Alors, pour Citymol, j'ai beaucoup de craintes parce que sur votre plateau, justement, à la suite des élections, j'ai interpellé plusieurs fois Marc Elsen pour savoir s'il allait avancer directement, comme il l'a promis à son partenaire, le MR, avancer directement dans ce dossier, parce que je sais, et je le savais, que la problématique de la trémie, le CDH réclamait toujours le maintien de la trémie, les perturbait. Il n'a jamais voulu répondre sur votre plateau quand je lui demandais, Marc Elsen, voulez-vous conserver la trémie? Il n'a jamais répondu. Une semaine après, dans la presse, on interroge les échevins, tous les futurs échevins. On a tous les échevins CDH qui veulent le maintien de la trémie. On a tous les échevins, futurs échevins MR, qui veulent la suppression de la trémie. Donc c'est déjà très amusant pour nous dans l'opposition de voir qu'ils ont déjà beaucoup de difficultés à s'entendre sur un dossier qui est quand même crucial, qui est crucial pour le MR, et quand même un dossier pour lequel le CDH est le parti qui a mis les bâtons dans les roues dans ce dossier pendant plus de 10 ans. C'est le CDH qui a aidé à faire des recours, c'est le CDH qui a contacté ses ministres pour qu'ils prennent telle ou telle décision, donc qui ont mis des bâtons dans les roues et qui maintenant vont faire avancer ce dossier et vont le voir se concrétiser. Mais n'empêche que s'ils veulent la trémie et s'ils veulent le maintien de la trémie, ça va retarder encore le dossier, parce qu'il y aura toute une série de nouveaux permis qui vont devoir être introduits, et donc ça va reprendre plusieurs mois avant qu'on puisse avoir un permis conforme. Alors, je pense qu'au vu de l'état du commerce à Verviers, et ça c'est quelque chose que le PS on a toujours dit, il est temps que ce centre commercial arrive. Il est temps qu'il y ait de la diversité commerciale dans le centre de Verviers. Il est temps de revoir les clients dans le centre de Verviers. Ça devient urgent. Si vous vous promenez au centre-ville de Verviers et que vous parlez avec la majorité des commerçants, ils me disent « mais s'il vous plaît, quand est-ce que ça va se faire ?» Et ça, c'est quand même grave que ce soit le parti qui a mis les bâtons dans les roues à ce dossier qui maintenant va le faire avancer. Mais j'espère qu'il va le faire avancer, j'espère qu'il ne va pas réclamer la trémie, et j'espère que le promoteur va pouvoir lui expliquer pourquoi la trémie serait mauvaise pour ce dossier. Alors, on approche de la fin de cette émission. Je voudrais qu'on parle de Fiesta City. Oui. Fiesta City, c'est vous qui avez porté ce projet 10 ans. 10 ans, c'était la 10e édition. Oui. Alors aujourd'hui, on parle, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que ce sera payant, est-ce que ce ne sera pas payant? Est-ce qu'on va maintenir ou pas Fiesta City? Qu'en est-il exactement? Enfin, de votre point de vue, avez-vous des craintes aussi pour ce projet? On sait que vous présidez l'ASBL qui organise, mais le problème pour votre ASBL, c'est d'avoir les moyens d'organiser le projet. Et si la ville se retire, que se passe-t-il? Je ne me fais pas d'illusions. On ne va pas me laisser à la tête de l'ASBL avec le personnel à disposition et les moyens que la ville mettait à Fiesta City et me laisser moi toute seule à l'organisation de Fiesta City. Donc moi je suis en attente d'un contact de la part du CDH et du MR pour voir, parce que je voudrais, avec Francis Géron, pouvoir leur expliquer ce qu'est Fiesta City, l'évolution du dossier. Il n'y a pas eu de contact comme ceci, rien pour du le tout. moment, ils ne nous ont pas contactés, non. Donc on attend qu'ils nous contactent pour pouvoir connaître le dossier. Et puis, je ne pense pas qu'ils vont supprimer Fiesta City, parce que là, je crois qu'ils sont conscients de la façon dont les Verviétois aiment Fiesta City, ont envie de le voir continuer. Ça serait une entrée payante, alors? Par contre, voilà, moi, je sais bien que le MR a toujours réclamé une entrée payante, mais maintenant, vous n'allez pas bloquer tout le centre-ville, tout l'accès au commerce de manière payante. Alors,
Alors il faudrait peut-être faire payer qu'une partie, mais laquelle? Parce que la cour Fischer va être complètement rénovée, on ne saura plus y faire là une scène qui serait payante. Alors un festival payant en partie, ça veut dire aussi des budgets beaucoup plus importants. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites payer pour des artistes, il faut que les artistes soient de manière attractive. Donc ça entraîne des coûts supplémentaires. Des coûts supplémentaires. Oui. Et si vous ne rentabilisez pas, qui paye? La ville de Verviers. Pour le moment, Fiesta City, la ville de Verviers met 50 000 € pour Fiesta City. 50 000 €, c'est moins d'1 euro par citoyen. Avec 50 000 €, vous n'engagez pas une personne à la ville de Verviers. Vous ne faites pas 50 mètres de route. Vous ne faites... Donc ce n'est pas un budget... C'est une fausse économie pour vous. Ça paraît énorme pour un citoyen quand on dit 50 000 €, mais dans un budget communal, c'est petit. C'est ça. Et donc à un moment donné, Fiesta City pourrait continuer à... Je crois on a trouvé un bon concept d'un festival qui est gratuit, mais qui est de qualité, qui ne ressemble pas au Franco, qui ne ressemble pas aux Belgiques, qui ne ressemble pas aux Ardentes et qui pourrait continuer de cette façon. C'est ce que j'ai envie de défendre. Qu'ils le fassent avec moi ou sans moi, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que Fiesta City continue. Alors pour conclure, très très brièvement, sur quel dossier attendez-vous de pied ferme la future majorité? En 2 mots. C'est pas sur des dossiers, moi ce que je crois c'est sur les personnalités des 2 leaders de la majorité. À la fois le futur bourgmestre Marc Elsen qui est quelqu'un de très convivial, de très sympathique, mais qui ne sait pas réellement prendre des décisions. On le voit depuis qu'il est devenu le candidat bourgmestre. Il dit sur chaque dossier, que ce soit Fiesta City, que ce soit City Mall, que ce soit le sport, que ce soit les événements, que ce soit la culture, il dit il faut mener une grande réflexion en la matière et voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas décider. Et à l'inverse, Freddy Breuer, qui est un va-t-en-guerre, qui justement, lui, décide peut-être trop vite, sans réfléchir, et qui a aussi du mal à parfois s'imposer dans son personnel parce qu'il est trop brutal. Et donc vraiment 2 personnalités complètement différentes qui, je pense, vont avoir du mal à s'entendre. Et c'est ça que nous allons observer. Vous les attendez et voir où est la fissure. C'est des questions de comportement, alors j'ai bien compris. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Nous allons refermer ce premier contre-champ, mais je vais directement vous faire part d'un droit de réponse qui concernait un contre-champ de la saison précédente, du mois de juin. Donc vous allez découvrir juste avant le générique ce droit de réponse. Et puis vous retrouvez évidemment cette émission la semaine prochaine, jeudi prochain. Bonne soirée à toutes et à tous. Lors de l'émission Contre-champ du 7 juin dernier, l'invité de l'émission, M. Freddy Breuer, a indiqué qu'Ajib El Hajaji avait des accointances avec les milieux musulmans intégristes. Ce dernier a tenu à exercer son droit de réponse, dont voici la teneur. Je tiens à démentir ces propos. Je suis profondément choqué et attristé par le fait qu'un élu fasse un tel lien entre un démocrate et des gens que je juge dangereux. Qui pourrait accepter d'être assimilé à des groupes intégristes sans réagir? Je tiens à souligner que j'ai toujours été catégoriquement opposé à ces groupes dont je réprouve tant l'idéologie que les modes d'action violents. Pour ma part, je suis un démocrate, légaliste, respectueux des droits de l'homme, des principes qui fondent notre état de droit et assurément le bon fonctionnement de nos institutions démocratiques. Fin de citation.